Bonjour, il est ingénieur de formation, il a travaillé notamment chez Airbus à Toulouse avant de partir au Canada où il a travaillé pour Bombardier. C'est au Canada qu'il a monté sa start-up, Transpod, une des nombreuses entreprises qui travaillent sur un projet de transport à grande vitesse qui fait beaucoup parler de lui, Hyperloop. Bonjour Sébastien Gendron. Bonjour. Votre société Transpod a fait de l'actualité cet été en annonçant dans le courant du mois d'août qu'elle allait ouvrir un centre d'essai en France, près de Limoges. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est Hyperloop ? Alors Hyperloop, en fait, c'est un concept assez simple qui existe depuis le début du siècle dernier, qui a été mis au goût du jour un petit peu par Elon Musk récemment, et qui consiste en fait à mettre des véhicules dans un tube, voilà, dans lequel en fait on baisse la pression atmosphérique, donc on enlève l'air pour s'affranchir des frottements aérodynamiques et permettre à ces véhicules-là d'atteindre des vitesses similaires à celles de l'avion avec des systèmes de propulsion et de lévitation magnétique. Alors sur la vitesse, on lit un peu de tout et n'importe quoi. On lit que certains disent que ça ira à 600 km/h, d'autres parlent carrément du mur du son, de 1200. Oui. Vous pensez que ça ira à quelle vitesse à peu près ? Alors 1200, c'est un peu la limite physique, vous l'avez dit vous-même, c'est le mur du son. On est aujourd'hui sur des vitesses moyennes, on va dire entre 600 et 1000 km/h en fonction de la géographie de la ligne. Si vous passez votre temps à tourner, effectivement, vous adaptez la vitesse en fonction. Par contre, si vous êtes en ligne droite parfaite, vous pouvez être proche des 1200. On parle beaucoup d'Hyperloop, il y a encore peu de tests en cours et vous avez annoncé, on le disait en ouverture, que vous alliez ouvrir un centre d'essai en France. Vous avez aussi prévu d'en ouvrir un au Canada, en Alberta. Quel est votre calendrier ? Quand est-ce qu'on verra des maquettes ou des modèles de tests de l'Hyperloop chez nous ? Alors, dans notre développement industriel, en fait, donc on a plusieurs phases. On a une première phase que l'on va démarrer donc à Limoges, avec un permis de construire qui a été déposé pour une première piste d'essai de 3 km, pour ni plus ni moins débugger la technologie, valider des concepts. Et la deuxième phase qui va consister en la certification du système. Et ça arrivera dans un deuxième temps en Alberta, où là, on est sur une piste d'essai à échelle 1 qui potentiellement peut faire partie d'un corridor commercial. En France, c'est un modèle réduit qu'on verra. Alors, pour des raisons de coût, on s'est rendu compte que d'être tout de suite à échelle 1 au niveau de l'infrastructure n'avait aucun intérêt, même si à l'intérieur, en fait, les sous-systèmes que l'on va développer vont être à échelle 1. Mais l'infrastructure en tant que telle, on s'est dit de garder un tube de 2 mètres de diamètre, c'était suffisant pour commencer. Et même avec un tube de 2 mètres de diamètre, ça va coûter beaucoup d'argent. On parle d'à peu près 20 millions d'euros pour le projet à Limoges. Comment vous allez financer tout ça ? Alors, les 20 millions d'euros font, eux, partie du développement de la technologie. Donc, nous, aujourd'hui, Transpod, pour développer un système de type Hyperloop, on a besoin entre 200 et 300 millions d'euros pour développer la technologie. Ensuite, il faut bien séparer le développement de la technologie et les projets d'infrastructure, qui sont deux choses complètement différentes. À Transpod, on ne prévoit pas de lever des milliards de dollars pour construire les infrastructures de demain. Ce sera fait avec des partenaires financiers adéquats. Et même pour les quelques dizaines de millions ou centaines de millions d'euros qu'il faudra pour développer la technologie, vous avez déjà fait des appels de fonds ? Vous allez en lancer ? Oui. Alors, pour développer la technologie, on est dans un processus standard de levée de fonds, comme beaucoup de startups le font. Donc, on a levé déjà 15 millions de dollars américains auprès d'un investisseur italien, un industriel italien. Là, on est sur une deuxième levée de fonds de 50 millions, dans laquelle on a des institutionnels et des industriels, et ce qui va nous permettre petit à petit de développer la technologie. Ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on est avec des investisseurs qui sont sur une logique de long terme et qui ne sont pas dans une logique de rentabilité financière à court terme. Alors, vous n'êtes pas le seul dans cette course à l'Hyperloop. On entend parler d'autres entreprises qui sont parties, pour certaines, qui ont en tout cas fait parler avant vous. Je pense à Hyperloop One, je pense à Hyperloop TT, qui ont le même nom, mais qui sont deux entreprises différentes. Vous arrivez aussi sur ce marché, puis on en trouve également en Chine, on en trouve aux États-Unis. Vous, quelle est votre différence ? Qu'est-ce que vous apportez de plus que les autres ? Alors aujourd'hui, notre avantage concurrentiel est clairement au niveau de la propriété intellectuelle que l'on a développée. On a une très très bonne compréhension de comment ce système-là peut fonctionner à terme. Moi, je me suis associé avec un chercheur de l'Université de Toronto qui s'appelle Ryan Janssen, quelqu'un de très brillant et qui s'occupe de la partie technique. Et grâce à cette collaboration fructueuse aujourd'hui, on a déposé des brevets qui nous permettent aujourd'hui de nous différencier par rapport à nos concurrents. Parce qu'au départ, les bases sont un peu libre de droit ou open source pour la théorie au départ, et après, certains ont fait travailler des gens plus ou moins gratuitement contre des actions. Vous avez pris une option plus classique
d'ingénieurs, de faire travailler des gens? Oui, après, en fait, et c'est aussi une de nos spécificités, le fait d'avoir travaillé déjà chez Airbus et Bombardier donne quand même une certaine compréhension de comment les transports fonctionnent, quelles sont les exigences en termes de certification qu'il faut atteindre. Et donc, on a cette démarche-là. On essaie d'avoir déjà un calendrier qui soit un petit peu plus pragmatique et pas de mentir aux gens en disant qu'on aura une piste commerciale en 2020. Alors, c'est quoi le calendrier pour vous? Le calendrier... Quand est-ce qu'on le verra en réalité? On vise en fait une certification à horizon 2025 et un premier coup de pioche à horizon 2025. C'est beaucoup moins ambitieux que les déclarations de vos concurrents. Alors c'est beaucoup ambitieux, mais en même temps très agressif, parce que ça sous-entend une ligne commerciale potentielle avant 2030. Et on parle ça va demander des infrastructures nouvelles, parce que ça ne fonctionne pas sur des rails classiques. Il faut construire des tubes, il faut construire des tunnels. Comment, alors qu'on a déjà du mal à entretenir dans un pays comme la France les réseaux existants et la SNCF peine à en financer de nouveaux, comment est-ce que ce nouveau mode de transport concurrent du rail va pouvoir trouver les fonds nécessaires? Alors, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a clairement un modèle économique qui est différent de celui du TGV. On fournit beaucoup plus de fréquences que le TGV. On est sur des capacités intéressantes qui sont inférieures à celles du TGV, mais quand même de toute façon assez intéressantes pour avoir une rentabilité économique. On est sur des corridors aujourd'hui identifiés avant tout en Amérique du Nord, qui n'a pas pris le virage de la grande vitesse et qui commence à avoir des besoins, et pour connecter des villes où le niveau de trafic est quand même suffisamment important. Pour vous donner juste un ordre d'idée, c'est 10 000 camions aujourd'hui entre Toronto et Montréal, c'est plus de 90 000 véhicules jour donc entre Calgary et Edmonton. Donc c'est des lignes qui aujourd'hui ont suffisamment de trafic pour supporter un investissement de ce type-là. Et en France, vous avez identifié des parcours que vous pourriez faire, ou ça sera plutôt quelque chose réservé à d'autres pays? Alors en France, même si initialement c'était pas le premier marché que nous avons identifié, on commence à voir en fait des besoins de certaines villes qui savent qu'elles n'auront pas de toute façon le TGV demain et qui montrent un certain intérêt à ce nouveau mode de transport. Donc, juste un nom pour conclure, la liaison, une ou deux liaisons qui pourraient exister avec le système Hyperloop. Alors on a Le Havre, le Rouen, Paris. On a également la connexion des 3 aéroports de l'Ouest suite à l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et potentiellement le POLT, donc ce qu'on appelle Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Merci beaucoup. Je vous en prie.